Bienvenue à QSD. Que sont-ils devenus? Je propose aujourd'hui d'effectuer un petit voyage dans le temps. Nous sommes jeudi 26 juin 2003 au stade Gerland à Lyon, en France. Le Cameroun joue le match de demi-finale de la Coupe des Confédérations contre la Colombie. Ce jour-là, le match est retransmis en direct dans plus d'une centaine de télévisions dans le monde. Les choses se passent bien pour le Cameroun qui mène 1-0. Le but est marqué par Pius Ndiefi. Tout se déroule bien, mais subitement, un joueur camerounais s'écroule dans le rond central. Il s'agit du numéro 17, Marc-Vivien Foué. Le match est interrompu et Marc-Vivien Foué est transporté dans les vestiaires. Son état est jugé grave, très grave. Mais pendant ce temps, le match reprend et s'achève avec la victoire du Cameroun qui accède pour la première fois de son histoire à une finale de Coupe des Confédérations. La joie chez les Camerounais est immense et légitime, mais elle sera de courte durée, car quelques minutes seulement après le coup de sifflet final, la nouvelle tombe comme un couperet. Marc-Vivien Foué vient de rendre l'âme. Le numéro 17 des Lions Indomptables du Cameroun part comme ça en direct et laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Depuis ce jeudi noir du 26 juin 2003, Marie-Louise Foué est plongée dans un silence assourdissant. Aujourd'hui, quelques années après, elle décide de parler, de dire sa part de vérité. J'ai voulu attendre tant d'années parce que je ne voyais pas encore le bout de ce qui s'est passé. Je n'arrivais pas encore à comprendre. Donc, j'avais besoin de temps pour essayer de digérer et voir qu'est-ce qui est en train de nous arriver. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes devenu? Vous êtes où? À Manchester, à Londres, à Lyon, au Cameroun? Je suis actuellement à Lyon. Je suis restée 2 ans à Manchester. J'ai décidé de revenir sur Lyon et je viens au Cameroun de temps en temps, dès que possible. Et les enfants? Les enfants, ils vont bien, ils sont à Lyon et en ce moment précisément, ils sont au Cameroun. Il y a Scott, qui a quel âge aujourd'hui? Scott, il va avoir 12 ans le 13 août. Oui, et qu'est-ce qu'il fait? Il est en classe de 6e. Il passe pour la 5e et il se porte assez bien. Oui, et puis il y a Leslie Micheline, qui a 9 ans, qui a eu 9 ans le 13 mai, qui va en classe de CM. Et puis la toute dernière. Et puis Angela. Elle avait quel âge? Angela avait 1 mois, 20 jours exactement lors du décès de son papa. Elle a 4 ans aujourd'hui. Elle va bien. Elle va en grande section maternelle. Et à Lyon, comment les choses se passent à Lyon? C'est facile de revivre comme ça dans une ville qui vous a pratiquement tourné le dos? C'est pas facile. Ça a été très compliqué de revenir à Lyon, que ce soit pour moi ou pour les enfants. C'était plus difficile, surtout pour Leslie, qui commençait simplement à s'exprimer sur le sujet. Par contre, pour Scott, il dit rien. Il se tait, il garde tout pour lui. Oui. Est-ce que vous arrivez comme ça à la maison avec les enfants de parler de leur papa? Ça, on le fait énormément. Il ne nous arrive pas de passer 24 heures sans parler de leur papa. Nous avons essayé de trouver certaines choses qui ne doivent jamais être effacées. Nous avons créé un système de fêter son anniversaire, mais à l'envers. C'est-à-dire? C'est-à-dire, chaque année, il a 1 an de plus. Chaque année, on a recommencé à 0. On a fêté ses 4 ans. Le 1er mai, nous avons fêté ses 4 ans à la maison. C'est chaque année, chacun qui a un thème. Cette année, c'est Leslie qui a organisé la fête, qui a fait le gâteau, qui a fait ses invitations.
c'est pas de l'extérieur, c'est que les gens de la maison, mais tu es invité, on te glisse l'invitation sous la porte et tout. Et il n'y a pas des moments de doute, de désespoir? Énormément, ça ne peut pas manquer. Il y en a énormément, bien sûr. Mais j'essaie de tenir la tête haute et puis, heureusement, j'ai les enfants autour de moi. Oui. Et depuis cette tragédie, est-ce que vous avez déjà vu ou revu les images? Non. J'ai eu très peur. J'ai essayé 1 ou 2 fois. Je n'ai pas pu tenir 5 ou 10 minutes, mais je l'ai fait 2 fois. Marie-Louise, nous allons vous proposer de revoir ces images, les images de toute cette tragédie jusqu'à l'inhumation. Vous serez suffisamment forte? Je vais essayer. Bon. Bon. Si vous les avez, je veux bien les voir. Ok, on va les regarder. To give you a very sad information. The player, Marc Vivian Foé, is dying. Mes frères, je m'en vais, je ferme les yeux à la vie. On pense bien sûr à Marco maintenant, parce que c'était pas évident pour nous qui le connaissions bien et tous ses partenaires ou anciens coéquipiers, donc ça a été très dur aujourd'hui.
combien tu nous manqueras, parce que ce ne sont que des mots, mais ce qui nous anime aujourd'hui, c'est un grand sentiment de... C'est un grand manque. C'est pas seulement sur le terrain que tu nous manqueras, mais aussi en dehors. Tes qualités d'homme, ton humilité, ton sourire seront gravés en nous à jamais.
Marc-Vivien Fouet était non seulement un grand footballeur, mais aussi un homme de qualité, sérieux, généreux, loyal, apprécié de tous. C'était également un grand patriote, élément clé de notre équipe nationale, qui a maintes fois défendu nos couleurs. On a, avec raison, comparé son sort à celui d'un soldat tombé au champ d'honneur.
course. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Qui n'a vu ce jeune homme se battre comme un véritable lion pendant les rencontres qu'il a disputées au cours de sa carrière? Les vrais connaisseurs du football voyaient en lui la pièce maîtresse des équipes où il évoluait. Fou et s'est bien battu. Il a bien fait ce qu'il avait à faire. Les pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commentaire de l'Ordre national de la valeur à titre posthume. Alors? C'est trop difficile. Je sais pas quoi dire. Mais ça peut permettre quand même de faire le deuil après? J'ai vu des images que je n'imaginais pas et je refuse de voir la dernière image, je ne veux pas la voir. Mais l'hommage qui a été rendu à votre époux, comment vous le trouvez cet hommage? Je dis merci au peuple camerounais de tout ce que j'ai vu et au monde entier. Je trouve qu'ils lui ont rendu ce qu'il a pu leur donner tout au long de sa carrière, je trouve, oui. Ils étaient nombreux à être là. Ce qui me surprend, c'est que les gens ont dormi à l'aéroport, ça, je ne savais pas. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui était estimé, aimé? Je trouve qu'il était beaucoup aimé. Hein. Je trouve pour que quelqu'un prenne le temps de quitter sa maison, d'abandonner sa famille et d'aller l'attendre à l'aéroport. Il faut avoir beaucoup d'amour pour quelqu'un pour lui donner ça. Ouais. Ouais. C'est réconfortant pour vous de voir ça? Oh, très réconfortant, franchement. C'est très réconfortant parce que je n'ai pas pris la grandeur de ce que c'était, je ne savais pas. Pendant cette cérémonie, où étiez-vous? J'arrive pas à me rappeler de certaines choses. J'ai que des images qui me viennent parfois. J'ai des choses que je ne peux pas savoir. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé, j'arrive pas à savoir. Donc, je ne peux pas savoir où j'étais. Donc aujourd'hui, après avoir regardé ces images que vous redoutiez, on peut considérer qu'une étape a été franchie. Oui, j'ai fait un grand pas, oui. Je finirai par voir toutes les images un jour. Merci beaucoup. Merci.
C'est une partie de la thérapie que vous venez de faire sans vous en rendre compte, je crois. Oui. Et si les enfants voient ces images, comment est-ce qu'ils vont réagir? Je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas. Je ne sais pas si moi je réagis de cette façon-là, la réaction des enfants. J'étais surprise de voir que Leslie, elle était au stade et disait Cameroun, Cameroun. Je me demande bien si elle savait ce qui se passait. Je ne crois pas qu'elle se rendait compte de ce qui avait quel âge à l'époque? Leslie avait 5 ans. Ouais. Marius Fouet, nous allons franchir une autre étape, la deuxième, aussi dure, sinon plus dure même que la première. Beaucoup de choses ont été dites à l'occasion de cette tragédie. Aujourd'hui, on se pose encore des questions. On cherche, on voudrait comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jeudi 26 juin 2003 au stade de Gerland. Qu'est-ce qui a pu bien arriver? Une fois de plus, j'en appelle à votre courage pour les regarder et écouter également tout ce qui a été dit autour du décès de votre époux. Ce décès est dû à une cardiomyopathie hypertrophique, c'est-à-dire qu'il avait une hypertrophie du ventricule gauche du cœur qui a entraîné sûrement une arythmie cardiaque et a entraîné, à la suite d'un effort, le décès de l'intéressé. Reste donc, on a exclu cette hypertrophie et eu pour origine la prise de produits et de substances dopantes et en conséquence, il apparaît qu'elle serait éventuellement d'origine congénitale et que ce qui explique la mort subite de ce garçon qui était sportif de haut niveau. Nous avons été tous au petit déjeuner et quelques heures plus tard, nous nous sommes retrouvés déjà en tant que leader, Marco et moi, en parlant un peu du match, comment est-ce que nous allons aborder le match contre la Colombie. Et il était d'ailleurs très motivé, très déterminé pour que nous puissions arriver en finale. Je pense que pour nous, ça faisait partie aussi de nos ambitions et de ce que nous sommes venus faire. Je pense que nous qui avons déjà un certain âge dans cette équipe, on voulait écrire l'histoire du football camerounais. Donc on s'est dit énormément de choses, mais dans l'esprit d'aborder le match. Avant le match, Marco il a été quelqu'un, plus que jamais, je l'ai vu déterminé, motivé. Et vous savez, c'est quelqu'un de nature qui est assez réservé. Mais ce jour, il a démontré, il a affiché un autre visage, c'est-à-dire de quelqu'un qui en voulait, qui parlait directement et qui gueulait même dans les vestiaires, mais dans un bon sens de motiver les coéquipiers. Et bon, il nous a dit un mot qui nous a, aujourd'hui avec le recul, qui nous touche énormément. C'est-à-dire, c'est ce que nous employons tous les jours lors des matchs. En fait, c'est un mot pour nous, pour une sorte de motivation, en disant, les gars, aujourd'hui, on joue vraiment à fond. S'il arrive qu'on meurt, on va mourir. Donc, bon, ça c'est un terme que nous employons très souvent de motivation. Mais je pense que c'est en disant ça, on s'est rendu compte à la fin du match que bon, lui, il était en train de nous lâcher. Votre commentaire? D'abord, ce coup de coude. Le coup de coude, étant au stade, puisque j'étais là, je ne l'ai pas vu.
Je l'ai appris, je crois, 2 jours après le décès. J'étais tellement en colère, moi je n'ai pas revu les images non plus à cette époque-là, que j'ai porté plainte à la gendarmerie. Je n'ai pas attendu. Je suis allée directement à Dadi où on habitait et j'ai porté plainte. Contre eux? Contre X, et je parlais du coup de poing. Du coup de coude, comme on m'avait dit. Que de là où j'étais dans les gradins, je n'avais pas vu, mais je l'ai mentionné. Donc c'est la première fois que vous voyez ce coup Oui, de coude également? C'est la première fois. Mais on m'en a parlé quand même, quoi. Parce que je posais des questions un tout petit peu quand même, quand on essaye de me parler un tout petit peu. Et quand on m'a dit ça, moi, je n'ai pas supporté. Je n'ai même pas dit ce que j'allais faire. J'ai demandé qu'on m'accompagne, que j'avais envie de faire quelque chose. Et j'ai pris ma soeur avec moi, je suis allée à la gendarmerie. Oui. Et quelle est la suite qui a été donnée à cette plainte? Rien du tout. Pas d'enquête? Non, mais la plainte a été enregistrée. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de cette plainte. Oui. Et puis, le médecin qui parle de mal congénital. Qu'on le dise, mais je ne peux pas le savoir. Moi, je ne suis pas médecin, je n'ai jamais regardé son cœur, donc je ne sais rien, je ne sais pas. Et la réaction du capitaine Sombana qui raconte un peu ces dernières paroles, quelqu'un de très très motivé ce jour-là, plus particulièrement. C'est ce que j'ai appris en plus, que non seulement ce qu'il dit, il dit une phrase et il s'en va. Comme une prémonition? Je me pose la question, pourquoi ce jour-là, lui, il a prononcé cette phrase-là? Je ne sais pas. Et vous vous êtes parlé quelques heures avant le match, ce jour-là? Oui, tout au long de la journée. Je l'ai eu plusieurs fois au téléphone. Quoi. Oui, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Plein de choses. Quoi, par exemple, concernant le match? On a parlé un peu. On le disait un peu malade, un peu souffrant, qu'il ne jouerait pas le match et tout. Bon, les gens étaient un peu perplexes. Oui, c'est vrai qu'il n'était pas bien. Il me parlait de la fatigue, qu'il avait mal au ventre, qu'il avait des selles qui coulaient énormément et qu'il était énormément fatigué et qu'il se reposait, mais qu'il suivait bien son traitement. On en a parlé un peu, on a discuté des places de match, de parking, de tout ce genre de petites choses. Oui. Est-ce que lui, il voulait vraiment jouer ce match? Vouloir jouer le match, je ne peux pas dire exactement oui ou non, mais à un moment donné de la journée, je sais qu'il me dit, qu'il m'appelle et il me dit « J'ai un service à te demander, est-ce que tu peux faire ça pour moi ?» Je lui dis « Oui, dis toujours, ça dépend. Tu ne vas pas me dire d'aller à Paris et de ne pas venir au match. » Il me dit « Non, c'est pas ça, mais c'est autre chose. » Il me dit « Écoute, je ne veux pas jouer le match parce que je suis fatiguée et j'ai besoin de me reposer. Alors, je ne vais pas jouer, mais je voudrais que tu fasses comme tu fais d'habitude entre tes drapeaux et tout ce que tu fais pour les voitures et tout, et tu amènes tout le monde au stade. Si tu ne vas pas au stade, on saura que je ne vais pas jouer, alors je ne veux pas de ça. Tu vas avec tout le monde au stade, mais de toutes les façons, on va se qualifier, on doit jouer la finale, et puis, donc je jouerai le prochain match, je serai complètement rétabli. C'est à peu près à quelle heure? J'arrive pas vraiment à me situer. C'était avant 13h parce que je sais que j'étais au centre commercial, donc je sais que c'était avant 13h. Et le dernier coup de fil, c'était à peu près à quelle heure? Le dernier coup de fil, je l'ai eu aux environs de... après 15h. J'ai dû avoir le coup de fil après 15h. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Après 15h, je l'ai eu, c'était déjà d'abord pour me confirmer pour le problème de place de parking. Et après, je crois qu'il m'appelle, étant dans le bus, là c'était déjà un peu plus. Il m'appelle étant dans le bus, je lui dis il y a plein de bruit. Il me dit écoute, je veux juste te dire quelque chose, je vais jouer le match, mais je ne joue pas tout le match, je fais une mi-temps. Donc ne sois pas surpris, soit tu me vois la première, soit tu me vois la deuxième, et rassure tout le monde à tes côtés. Et en ce moment, je lui précise, écoute, je suis d'un côté avec Emma, selon ce que j'ai vu, et les parents sont de l'autre côté, parce que j'avais ma maman et ma belle-mère qui étaient dans le stade aussi. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer entre-temps? Entre-temps, il y a eu des pressions pour qu'il joue le match?
Ça, on n'en a pas parlé, on n'a pas eu le temps de discuter, donc je ne peux pas répondre à ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que les médecins ont jugé qu'il était apte à jouer? Je ne sais pas. Je crois que lorsqu'on est malade, il n'y a qu'un médecin qui peut décider si on peut jouer ou pas. Est-ce que le joueur lui-même peut décider de jouer étant fatigué? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à cette question. Oui. Alors aujourd'hui, avec vraiment un peu plus de recul, plusieurs années après, est-ce que vous pouvez à peu près répondre à cette question? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce qui a pu se passer? Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé et j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. C'est quelque chose que je ne peux pas dormir en paix. Je ne dormirai jamais une nuit entière tant que je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon mari. Est-ce que les images que vous venez de voir vous permettent quand même d'avoir quelques indices? Non, pas du tout. Je ne peux pas, je ne suis pas spécialiste, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas. Apparemment, il y aurait une enquête ouverte aujourd'hui pour essayer d'établir peut-être la vérité. Une enquête, je dirais non, mais il y a une expertise qui est en train de se passer en ce moment, et qui date de... Ça fait presque 2 ans qu'on est sur l'expertise. Ce sont des médecins, des cardiologues de la Salpêtrière à Paris qui font l'expertise pour qu'on essaye de savoir qu'est-ce qui s'est exactement passé ce jour-là. Il y a aussi une enquête qui a été ouverte? Non, pas pour l'instant. Des gens ont été entendus au Cameroun, dans l'entourage de Lyon? Oui, des gens ont été entendus. Il y a longtemps? Il y a moins de 6 mois de cela. Pour essayer de... Pour essayer d'éclaircir qu'est-ce qui s'est exactement passé, ceux qui étaient chargés de s'occuper de lui. Voilà. Marie-Louise Fouet, bon, je vais vous montrer quelques images. Vous devez certainement les connaître. Vous allez reconnaître... On y va, vous pouvez? Oui, ça ira. Okay. C'est la Blanche-Neige. Oh, lui m'appelle. Non, c'est Blanche-Neige. Attends, regarde bien, regarde. T'as pas tout suivi. Elle étude pas, regarde. Regarde. Tu regardes les gens. Bah là, on est dans ma salle de ciné privée, en fait. Donc, bon, c'est là que je passe le temps avec mes enfants quand ils s'ennuient. En général, je ne vais pas au cinéma, comme je suis très casanier. Donc, je passe mon temps là. Et comme je suis très passionné de cinéma, je fais... En ce moment, j'ai une collection de DVD qui va vers les 2000 DVD. Et quel genre de film vous aimez? Bah, en fait, je suis un peu tout ce qui est action, parodie, mélodie, romantique. Je suis un peu tout, même les dessins animés, parfois il m'arrive d'en suivre avec mes enfants, qui sont, comme en ce moment, qui sont en train de suivre un dessin animé. Et puis c'est très reposant après les matchs. Maman, je peux plonger? Non, Scott. Si! Alors, c'est où? À Dardy. Votre domaine, concession? C'est là où on habitait en ce moment-là, en 2003. Depuis 2000, on habitait à Dardy. Oui. Alors, Marc-Vivien Fouet était un homme riche. Il a laissé beaucoup de biens. Parce que quand on voit tout ça, on se dit...
Il s'est dit qu'il a laissé beaucoup de biens en Europe et au Cameroun. Marc-Vivien Foé n'était pas un homme riche. C'était un homme qui avait un peu de moyens pour essayer de s'occuper de ceux qui lui sont chers. Mais riche, je ne dirais pas. Et dit qu'il a laissé beaucoup de choses, je ne dirais pas. En Europe, par exemple, on n'a jamais eu une maison, on a toujours loué. Donc, du fait d'aller de gauche à droite, de déménager tout le temps, on n'a jamais pris une décision d'avoir un pied à terre. C'est vrai qu'à Dadi, on a voulu avoir cette maison, mais on a eu des problèmes dessus. Et puis, finalement... Le problème, c'est qu'il y a un projet d'autoroute. On habitait juste derrière la A6. Et on était entre la A6 et la RN6. C'est-à-dire? C'est-à-dire l'autoroute A6 qui quitte de Paris jusqu'au sud de la France et la RN6 qui quitte Lyon pour Roanne, Clermont-Ferrand. Donc nous étions entre les deux. Et aujourd'hui, ce que la ville de Lyon veut faire, c'est rejoindre l'autoroute A6 à la nationale RN6. Alors, les maisons qui se retrouvent à ce niveau-là de la nationale 6 vont être tous détruites. Donc, du coup, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on s'investit dans une maison où on ne va pas rester longtemps? Donc, on n'a pas poursuivi ce qu'on voulait faire. Oui. Bon, alors, à propos des biens, vous avez laissé des comptes en banque, beaucoup de comptes, beaucoup d'argent, en Suisse, au Luxembourg, non, aux îles Caïmans? Non. Non, pas du tout. Comme toute personne normale, ça dépend de chaque personne. On a eu un compte bancaire, des petits épargnes pour les enfants en France. Bon, mais au niveau du Cameroun, par exemple, c'est vrai qu'il a essayé de bâtir certaines... Donc, en France, il n'a pas de biens immobiliers? Non. En Angleterre non plus? Non. En Europe, en Amérique, ou que ce soit dans le monde entier, excepté au Cameroun, Marc-Vivien n'a pas une seule brique, non, de terre qu'il a bâti quelque part. Non, et au Cameroun? Au Cameroun, oui, il a fait des acquisitions de certains biens immobiliers. Où? L'immeuble de Lixono, par exemple, qui est au rond-point de Lixono, il a... C'est au nom de qui? C'est au nom de M. Fouamougou Martin. Votre beau-père? Qui est mon beau-père, exactement. Oui. Et... Où encore? En Como, où on était en plein chantier lors du décès. C'est au nom de qui? C'est au nom de M. et Mme Foé Marc-Vivien. Et à l'aéroport, l'ancien aéroport, où on a 2 villas. Au nom de? Au nom de M. et Mme Marc-Vivien Foé. En dehors de ça, il a un terrain à Mimboman au niveau après le château. Et le complexe sportif que tout le monde connaît là-haut. Le complexe sportif. Oui. Qui n'a pas bougé depuis? Non, il n'a pas bougé d'une brique. Pourquoi? Le complexe sportif n'a pas bougé parce que déjà, Marc-Vivien était quelqu'un qui préférait travailler à la fin du mois. Quand je dis à la fin du mois, c'est quand il a son salaire, il le dispatche et puis il reste tranquille. Donc, du moment où il n'y a plus de fin du mois, les travaux ne peuvent pas continuer. Donc, les travaux se sont arrêtés au moment du décès. Et les partenaires? Marc-Vivien n'avait pas de partenaire, il travaillait seul pour le projet du complexe sportif. Il n'était pas associé à... Non. Et pourtant, il y a eu plein de promesses. De promesses? Quel genre de promesses? Pendant les obsèques, le genre, bon, nous allons reprendre les travaux, nous allons mener ce projet à terme. C'est vrai qu'il y a eu des promesses et certains organismes ont voulu essayer de faire, de continuer le complexe. Et alors? Mais ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en terminant le complexe, ce n'était pas pour Marc-Vivien Foé qu'on le faisait et ces organismes n'étaient pas d'accord. Comment ça? On a découvert tout dernièrement, depuis quelque temps, que le complexe sportif à la base, que ce soit les reçus d'achat de terrain ou le dossier technique du terrain sont au nom de M. Fouamougou Martin,
qui est mon beau-père. Oui. Et les organismes ne sont pas d'accord parce qu'ils disent que ça n'appartient pas à Marc-Vivien Faué. Ah. Malheureusement, oui. Et vous-même, vous avez reçu combien de tous ces organismes-là, la FIFA, la FECAFOOT, le gouvernement camerounais et autres? Vous avez reçu combien? J'ai reçu de l'aide venant, par exemple, je vais essayer de commencer par la FIFA, disons. La FIFA, l'aide que j'ai reçue, je reçois, pas l'aide que j'ai reçue. Depuis juin 2004, je reçois une pension alimentaire pour les enfants qui est mensuelle, dont la FIFA a créé une fondation qui est gérée par la FIFA, où au départ il y a eu 1 million de francs suisses que le comité exécutif de la FIFA a décidé d'allouer aux enfants. C'est eux qui s'en occupent, qui me renvoient le bilan en fin d'année. Donc tous les mois, c'est eux qui décident qu'est-ce qu'ils envoient aux enfants. Mais c'est un montant qui est précis. Sans indiscrétion? 3 000 francs suisses. Ouais, l'équivalent de 1 800 € à peu près. Par mois? Par mois. Par enfant? Non. Pour les 3 enfants. Les 3 enfants. Oui, c'est tous les 3 enfants. Et c'est jusqu'à quand? Jusqu'à ce que chaque enfant atteigne la majorité en France ou en Europe, qui est de 18 ans, jusqu'à l'âge de 18 ans de chaque enfant. Oui. Et après la FIFA, il y a la Confédération africaine de football qui alloue aussi une pension alimentaire. Mensuelle aussi? Qui n'est pas mensuelle, mais qui se passe... Elle est quand même régulière. Qui est régulière, qui est régulière. Bon, en tout cas, elle est de tous les 6 mois. Tous les 6 mois, oui. Donc 2 fois par an? 2 fois par an, exactement. Elle est aussi consistante? Elle est de 1 500 $ tous les 6 mois. Non, pas tous les 6 mois, c'est tous les mois. 1 600 $, on additionne à 6 mois et on verse tous les 6 mois. Oui. Et puis? Et ceci jusqu'à ce que les enfants soient majeurs aussi. La FECAFOOT? La FECAFOOT, non. J'ai reçu 10 millions de francs CFA de l'assurance de la Coupe des Confédérations qui m'a été remise. C'est ce que j'ai reçu de la FECAFOOT. Et le gouvernement? Le gouvernement, je sais que le gouvernement, le chef de l'État, se sont occupés de tous les obsèques. Moi, particulièrement, j'ai reçu 15 millions de francs CFA que j'ai déchargés pour me préparer pour les obsèques. Et après les obsèques, j'ai aussi reçu, pendant le match du 11 novembre, une somme de 7 500 € si je ne me trompe pas, mais je sais que je l'ai déchargé venant du ministre des Sports que le chef de l'État avait envoyé aux enfants. Oui. En dehors de ça, j'ai aussi reçu de la Ligue professionnelle de football anglaise, de la fédération anglaise de football, un montant de 380 livres à peu près. Oui. Et Manchester? Manchester m'a aidé à payer le loyer jusqu'au mois de décembre 2003. C'est tout. Et qui d'autre vous a aidé? J'ai reçu de l'Union nationale des footballeurs professionnels une somme de 28 000 €. Et j'ai aussi reçu une somme de 200 000 € du match du 11 novembre. Ah, organisé 2003. par Basile Boli? Oui, le match organisé par Basile Boli. Si un jour il voit cette émission, je lui fais un coucou et lui dis un grand merci. Et puis c'est tout? Je cherche, mais à ma connaissance, sauf si je me trompe ou j'oublie. Si j'oublie, je ne vous dirai pas tout au cours. Ça veut dire que vous êtes une femme bien, non? Une femme bien? Oui, avec tout ça. Non, je ne crois pas. Non, loin de là, parce que je n'ai pas pris cet argent et gardé en me disant qu'avec cet argent, je vais utiliser tous les jours. Ma première préoccupation a été de faire la tombe de mon mari. C'était la première chose que j'ai dû faire. Est-ce que vous avez parlé de tout ça à vos beaux-parents, à votre beau-père notamment, de tout ce que vous avez reçu? Non, je n'ai pas parlé de ça parce qu'à un moment donné, il y a eu trop de tensions. Et du moment où ça venait trop des finances, et j'ai découvert des choses que franchement, je n'aimerais pas en parler.
certaines choses restent vraiment en famille. En les découvrant, je n'ai pas jugé nécessaire de le faire. Je me suis trouvée suffisamment majeure pour prendre des décisions de faire certaines choses sans avis de quiconque que ce soit. Marius Foué, quelle influence les parents de Marc-Vivien Foué avaient-ils sur lui? Je sais qu'en 2001, j'étais de passage à Lyon et je lui ai posé cette question chez vous, à Dardy. Je vous propose de suivre un peu sa réponse. D'accord. Bah, influence, non. Je pense que j'ai toujours été très obéissant dans ce sens-là. Il n'y a pas une quelconque influence en tant que telle. Bon, voilà. Pas sage, mais très obéissant. Bon, il n'y a jamais eu d'enfançage. J'ai aussi fait des bêtises comme tous les jeunes. Mais bon, je prends toujours en considération ce que me disent mes parents. En général, mes aînés, parce que je pense qu'ils ont plus d'expérience à la vie de tous les jours que moi. Donc, je prends toujours le temps d'écouter tout le monde. En particulier mon père et ma mère, sans oublier mes oncles et tout ce que j'estime pouvoir être un parent pour moi. Voilà. Quelle est votre réaction? Je crois que c'est tout à fait normal parce que si on doit obéir à ses parents, on doit faire confiance à ses parents. Jusqu'où? Jusqu'au point de pouvoir leur confier notre propre vie lorsqu'on est grand. Oui. Alors, quels sont les rapports aujourd'hui entre votre belle famille et vous? En ce moment, les rapports sont tellement tendus que j'ai dû prendre du recul. C'est-à-dire ne plus les voir? Pendant 1 an et demi, je n'ai pas vu mes beaux-parents parce que j'ai décidé de ne plus revenir au Cameroun. J'ai fait 1 an et demi sans revenir au Cameroun. Et c'est parce que j'avais besoin de me faire une santé. Après le décès de mon mari, je ne sais pas, j'avais quelque chose qui m'amenait au Cameroun. Il m'arrivait presque de me lever, de dire il faut que je lui parle, il faut que je lui parle, il faut que je me retrouve sur sa tombe. Et je venais. Mais au fur et à mesure que le temps passait, je me rencontrais trop de tracasseries. J'ai été tellement malade que j'ai dit non, mais je suis en train de me tromper de chemin. Je dois plus m'occuper de mes enfants que d'autres choses. Alors j'ai décidé d'arrêter avec le Cameroun et de me concentrer sur les enfants. Pour que je me concentre sur les enfants, il fallait que j'arrête toute communication avec ma belle famille, avec plus précisément mes beaux-parents. C'était important pour moi si je voulais continuer à être debout. C'était une bonne décision? Pour moi, c'était une bonne décision parce que franchement, j'avais envie d'être... Je veux vivre pour mes enfants. Et pour que je vive, il faut que je sois en bonne santé. Si je ne suis pas en bonne santé, je ne peux pas m'occuper de mes enfants. Et les enfants? Les enfants, j'ai dû leur dire à un moment donné qu'il fallait que j'arrête les communications avec leurs grands-parents. Il fallait que je leur dise ça, sans entrer dans le vif du sujet. Et comment elles ont réagi? Moi, ils m'ont dit, maman, tu sais ce que tu fais. C'est vrai, ça va, ils nous manquent, ils vont nous manquer beaucoup. Mais si c'est pour t'aider toi, pour que tu sois bien, on va rester. Quand tu iras mieux, ça continuera. On va recommencer 3-0. Je leur ai dit oui, quand ça ira mieux, tout se passera bien, il n'y a pas de problème. Vous êtes au tribunal? Il paraît. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis au tribunal depuis le mois d'avril. Mais soyons sûrs, j'ai amené personne au tribunal. Je me suis retrouvée un matin avec un fax qui me demandait d'être au tribunal le 5 avril 2007 avec mes beaux-parents. C'est mes beaux-parents qui m'ont amené au tribunal, oui. Pourquoi? Pour faire opposition au jugement d'hérédité que j'ai fait. Vous avez fait le jugement d'hérédité?
Oui, j'ai dû faire un jugement d'hérédité. Où? Au tribunal de grande instance de Yaoundé. Sans les beaux-parents? Oui. Sans la famille? Oui. C'était normal? Oui, pour moi, c'était normal parce qu'au bout de 3 ans de demandes, de supplications, je suis arrivée au stade où je ne pouvais pas. Mon beau-père m'a dit que ce n'était pas nécessaire, notre famille n'avait pas besoin de jugement d'hérédité. J'étais tout à fait d'accord avec lui jusqu'à ce que je revienne à Lyon et que le tribunal de grande instance de l'enfance de Lyon m'envoie un courrier concernant mes enfants. J'ai eu un premier courrier et je n'ai pas réagi. J'ai eu une deuxième en lettre recommandée, et bien sûr parce que je ne crois pas qu'il s'amusait. J'ai appelé mon avocat et je lui ai demandé qu'est-ce que je dois faire. Il me dit, écoute, je crois que l'inévitable, tu ne peux pas, en Angleterre, ce n'était pas la même constitution. En France, tu as besoin de rendre compte. On rend compte toujours pour les enfants. Alors tu as besoin de le faire. Il faut que tu le fasses. Je te conseillerais de prendre l'avocat au Cameroun et qui s'en occupe parce que je sais que tu vas toujours être heurté au même problème. Alors fais-le, il faut que l'avocat saisisse le tribunal de grande instance. Et c'est donc comme ça que j'ai dû faire un jugement d'hérédité. Et comment ils ont pris ça, les beaux-parents? Lors de mon passage au Cameroun au mois de mars, par coïncidence, j'ai eu l'avocat qui m'a convoqué et qui m'a dit, écoute, heureusement que tu n'es pas rentré hier, j'ai un document à décharger ici, j'aimerais que tu le décharges. Je lui ai dit non, mais je ne peux pas parce que j'ai quelque chose à faire, donc je ne peux pas que tu le décharges. Elle me dit, je le décharge, je ne voulais pas te dire au téléphone, mais je préfère que tu viennes, donc je suis venue. Elle m'a dit, c'est sur le jugement d'hérédité. J'ai lu. Et qui vous donne droit à quoi? Qui ne donne droit à rien du tout, qui désigne simplement que les enfants sont les héritiers de Marc-Vivien Fouet, que ces 3 enfants sont ses héritiers, c'est tout. Et donc, j'ai pris le document et je l'ai amené chez mes beaux-parents. Je leur ai remis le document. La réaction, elle reste personnelle. Vous gardez ça pour vous? Je le garde pour moi, oui. C'était brutal? Je préfère ne pas en parler, mais la suite, c'est que je suis au tribunal aujourd'hui. Et la suite? Il n'y a pas encore de décision du tribunal. J'attends la décision du tribunal. Qu'est-ce qui est à l'origine des problèmes? C'est l'argent? Ce sont les biens? Le problème, c'est ce que Marc-Vivien a laissé comme bien, si on peut l'appeler comme ça, parce que je ne crois pas qu'il ait fait autant. Mais je dirais plutôt qu'il a laissé 3 biens, qui sont ses 3 enfants. Et c'est ce que je trouve important, moi. Et le reste, vous êtes prêt à donner? Qu'ils fassent de tout ce que leur fils a laissé, ce qu'ils veulent. Mais que je ne dois jamais me retrouver dans la rue avec mes enfants. Il faut que j'ai un toit où je peux résider. Le reste, qu'ils fassent de ça ce qu'ils veulent. C'est un message? Oui. Marie-Louise Fouet, dans nos sociétés africaines, traditionnelles, même modernes aujourd'hui, souvent quand l'homme décède, on essaie de chercher dans l'entourage, peut-être le frère, le cousin, qui, pour maintenir la cohésion de la famille, pour éviter peut-être ce genre de problème, que quelqu'un s'occupe de la veuve, ou pour être peut-être plus galant, quelqu'un encadre
la veuve. Et beaucoup croyaient que ça allait se passer comme ça. Et surtout que nous avons, sans être des paparazzis, mais nous avons quand même pu voler quelques images. Hein. Je propose d'aller regarder. D'accord. Vous étiez très bien avec votre beau-frère, qui ressemble beaucoup à votre, à votre mari, même faciès, même corpulence. Alors beaucoup se sont dit, ben, pourquoi pas? Franchement. Non, écoutez, Emmanuel, c'est mon beau-frère. Emmanuel et moi, on s'est toujours très bien entendus. Vous savez, j'ai pris Emmanuel, je l'ai pris quand nous étions à Lens. Donc, je ne peux pas dire que je l'ai élevé, mais je l'ai élevé d'une façon ou d'une autre. Je n'ai pas essayé de le considérer comme un petit frère. Il m'arrivait parfois d'être un peu... je peux être comme une maman parce que je sais que lorsqu'on va à un mariage en Afrique, on te confie un enfant. C'est par là qu'on te regarde. C'est ton premier fils, c'est lui qu'on considère comme ton premier fils. Donc Emmanuel, je le considère comme mon premier fils. Mais quand on voit ces images? On avait une très bonne complicité. Hein. C'est pour ça que les images sont trop trompeurs. Elles sont les images... Là, c'était à son tour de m'encadrer comme je l'ai toujours encadré. C'est tout simplement ça, c'est tout. Ça aurait pu peut-être sauver la situation, peut-être? Non. Jamais. Ce genre de choses, il ne faut jamais l'imaginer. Non. Excusez-moi, c'est n'importe quoi. Non. Bon, Marie-Louise Fouet, quelques années après, est-ce qu'on peut dire que vous êtes... redevenue une femme normale? Non, je ne suis pas une femme normale. Qu'est-ce qui vous manque pour être normale? Je ne pourrais plus jamais être normale. Vous pouvez refaire votre vie? Peut-être vous remarier un de ces jours? Oh, que non, ça, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Avoir un compagnon, peut-être? Je ne pense pas encore à ça. Je suis trop préoccupée par mes enfants. Et je n'ai pas le temps de donner de la place à quelqu'un d'autre dans ma vie. On prend rendez-vous? Pourquoi pas? Combien? 10, 5, 10, 15 ans? Au fait, le rendez-vous, il est pourquoi finalement? Non, pour voir, on ne sait jamais, on peut changer d'avis. Changer d'avis sur quoi? À propos de quoi? Peut-être pas... le mariage, mais peut-être... Non, le mariage, j'ai dit jamais. Jamais. Oui, jamais. Un compagnon, peut-être. Je sais pas. Le rendez-vous dans 10 ans, on verra. Oui. Marie-Louise, est-ce que des fois, dans vos rêves, est-ce que Marc Vivien revient? Est-ce que vous vous voyez? Est-ce que vous vous parlez? Ça, c'est mon petit jardin secret à moi. Ça dit qu'il vient? Je n'ai pas dit ça, j'ai juste dit c'est mon petit jardin secret. Mais vous le sentez autour de vous? Mais ça, vous me poussez à dire quelque chose que je n'ai pas envie de dire. Mais il est quand même là. Il vous soutient, il vous encourage, il vous conseille. Oui. Oui. J'avoue, oui. Il m'a appris quelque chose un mot qu'il disait toujours. Et un jour que j'étais très en colère, franchement, très en colère,
quand j'ai décidé de prendre du recul avec ses parents, j'ai commencé à entendre le temps, le temps, le temps. Et je me suis retournée, j'ai dit le temps. Je ressens, j'ai dit le temps. J'ai éclaté de rire. Franchement, j'ai éclaté de rire. Et j'ai dit, je crois qu'il est temps qu'on essaye d'avoir une discussion comme on n'a pas eu depuis quelque temps. Il disait toujours, à chaque fois que quelque chose n'allait pas, il disait, le temps, je laisse le temps. Il faut laisser le temps au temps. Alors j'ai décidé de laisser le temps au temps. Sans limite? Pour l'instant, je n'ai pas de limite, mais je ne sais pas jusqu'où je pourrai aller. Marie-Louise Fouet, comment vous voyez votre avenir aujourd'hui? Je suis quelqu'un qui ne baisse pas le bras. Si j'avais baissé les bras, je ne serais pas debout aujourd'hui. À un moment donné, il a fallu que je fonce et que je me reprenne en main. Alors mon avenir, je me dis, tu dois te lever, tu dois te battre parce que tu as des enfants à élever. Alors mon avenir, je ne peux pas le voir, mais je le vois à travers mes enfants. C'est eux mon avenir. Vous avez des projets? Oui, j'ai quelques projets comme toute personne. Être humain, oui. Oui, j'ai des petits projets. Immédiats? Non, pas à l'immédiat. Lointains? Lesquels? Oui, un peu lointains. Lesquels, par exemple? Non, mes projets sont encore trop secrets, je n'en parlerai pas pour l'instant. Oui. Marie-Louise Fouet, de tout ce que vous avez vu comme image, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir? Mon meilleur souvenir, c'est le peuple camerounais. Oui. En dehors du monde entier, mais eux, ce qu'ils ont su redonner à leur fils au moment où il est parti, c'est le meilleur souvenir que j'ai. Et votre plus grande déception? Ma plus grande déception serait que le peuple camerounais oublie qui était Marc-Vivien Fouet. Je n'aimerais pas que dans 5 ans encore ou 10 ans, lorsqu'on parle de Marc-Vivien Fouet, qu'on dise que mais c'est qui celui-là? Ça sera ma plus grande tristesse. Vous savez que le temps est souvent cruel. Je sais que le temps est cruel et que, comme on lui dit, on oublie vite. Alors je prie pour qu'on ne l'oublie pas. Oui. Ah, vous priez? Oui. Beaucoup? Beaucoup. Et la première chose, c'est qu'on ne doit jamais l'oublier. Ma prière principale, c'est ça. Oui. C'est très important, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les parents, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour ceux qui ont été très proches à lui. Je suis sûre que c'est très important qu'on ne l'oublie pas. Et quels sont vos moments de distraction? Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez les films? Vous allez au match encore? Je regarde les films parce que c'est un petit lot de consolation pour moi. À chaque fois que je regarde un film, je pense à lui. Je n'ai jamais aimé le cinéma, mais c'est lui qui m'a amené à le faire. Je ne vais pas au match. Je suis allée au match 2 fois ou 3 fois. Une fois à Manchester City parce que Scott avait besoin ce jour-là d'être au stade. Scott, c'est votre premier fils? C'est mon premier fils, c'est mon fils, oui. Il avait besoin d'être au stade. Et une deuxième fois, il y a quelques jours, au jubilé de Sonny Anderson à Lyon. Les seuls matchs que j'ai pu me déplacer lorsqu'on m'a invité, c'est pour suivre l'équipe nationale du Cameroun. Et quand vous regardez les Lions jouer? C'est une sorte de thérapie pour moi de les voir jouer. Le numéro 17? Ça, par contre, c'est quelque chose d'horrible.
je vous dis horrible parce que déjà la première fois que le 17 a joué, c'était Samuel Eto'o qui voulait rendre hommage à Marc-Vivien, qui m'a appelé et qui m'a dit « Je veux que tu viennes au Cameroun, je veux que tu viennes au stade ». Je suis venue, je lui ai dit « Écoute, fils, je ne peux pas aller au stade ». Il me dit « Mais j'ai quelque chose à te demander. Je veux rendre hommage à mon grand frère et je voudrais faire quelque chose. J'ai une surprise pour toi. » Il a apporté le 17. Il me l'a donné, il me dit, demain, je vais jouer avec. Et je lui ai dit, marque autant de buts que tu pourras pour lui. Et Dieu merci, ce jour-là, le Cameroun en a marqué énormément. Je ne suis pas allée au stade. Je n'ai même pas voulu regarder là. Je l'ai suivi à la radio. Et la deuxième fois qu'on a regardé un numéro 17 jouer, c'était cette année. On a montré le Cameroun jouer. C'était cette année. Oui, je crois cette année, si je ne me trompe pas, l'année dernière ou cette année. J'ai une courte mémoire. Tout ce que je sais, c'est que c'est Idrissou qui est entré avec le 17. C'était presque un scandale pour mes enfants. Pour eux, c'était énorme. Pourquoi? Parce que Scott rêve d'être le prochain numéro 17 du Cameroun. C'est son plus grand rêve. Et Leslie l'a dit, franchement, est-ce qu'il a le droit de porter le numéro de mon père? Leslie, c'est la deuxième, c'est ma première fille qui a 9 ans. Elle a piqué une crise, elle a dit, je veux plus voir, je veux plus voir. Je ne veux plus voir ça. Je m'en vais. De toutes les façons, je vais rester dans ma chambre parce que ce 17, il est à mon papa, il est à mon papa, il restera pour mon papa. Et elle n'a pas vu la fin du match. Pourtant, c'est un moment très privilégié chez nous de voir le match du Cameroun. Quelques regrets alors? Vous ne voulez plus le voir sur les épaules de quelqu'un d'autre? Non, je ne peux pas le dire, ouais. Non, ça ne lui appartient pas. Ça ne lui appartient pas. L'équipe nationale, c'est pour tout le monde, donc on ne peut pas dire un numéro spécial pour lui. Non, je ne peux pas le dire. Non, vous avez expliqué aux enfants? Ça, je leur ai expliqué qu'il y a un numéro de tel à tel nombre et qu'il y a des obligations, surtout que je sais que le Cameroun, la fédération, a fait une demande et qui n'a pas été acceptée auprès de la FIFA. Donc, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour lui rendre hommage et enlever ceux 17 qui n'ont pas pu. Donc, ça, je vais expliquer clairement aux enfants. Marie-Louise Fouet, vous avez connu, disons, l'opulence. Vous avez bien vécu dans la richesse. Et aujourd'hui, vous êtes, je peux dire, retombé plus bas. C'est facile? Je ne peux pas dire que j'ai connu la richesse, mais pendant une période de ma vie, il ne m'a pas manqué quoi que ce soit dont j'avais besoin. Je suis quittée d'une famille pauvre. Je me suis mariée et Dieu a fait en sorte que mon mari puisse avoir un peu de moyens. Et aujourd'hui que je n'ai plus ces moyens-là, je suis redevenue ce que j'étais avant, d'une façon plus ou moins. C'est-à-dire la case départ? Je suis revenue, pas tout à fait à la case départ, pas tout à fait, mais pas loin de là. Et je vais vous parler de quelque chose. J'ai la femme d'un joueur français qui m'a dit, Marie-Lo, qu'est-ce que ça te fait de quitter de ce niveau de vie et de revenir là où tu es? Je lui ai dit, c'est pas difficile parce que je suis sortie de là pour entrer dans ce niveau et je quitte de là pour revenir là où j'étais. Ça n'a pas été difficile. J'ai juste été consciente de ce qui m'est arrivé. C'est tout. Et quel regard les gens, la société posent sur vous? Franchement, je n'essaye pas de regarder ça. Je sais que les gens croient que Marie-Louise Fouet, c'est quelqu'un qui a beaucoup de moyens. Mais les gens sont loin de la réalité. Et il y a une certaine réalité que je préfère garder pour moi. Alors, la réalité, c'est quoi? Que vous avez des problèmes?
je ne veux pas qu'on me regarde franchement avec un air de pitié en route. Parce que je sais que tout le monde a des problèmes. Aujourd'hui, c'est moi, demain, ça sera quelqu'un d'autre. Et je sais que beaucoup de gens ont des problèmes. Oui, Marie-Louise Foué est quelqu'un qui n'a pas de moyens, mais qui essaye de vivre. Oui. Oui. Et qui a aussi des problèmes. Et qui a énormément de problèmes. Énormément. Énormément de problèmes. Et comment vous faites pour les porter, tous ces problèmes? Il y a des problèmes que je porte d'une façon ou d'une autre parce que j'ai des soutiens. Tout à l'heure, je vous ai dit, je suis restée avec un cadre très récent des coéquipiers de mon mari. J'ai besoin d'un soutien qui peut être moral, physique ou n'importe. J'ai Samuel Eto'o, j'ai Patrick Mboma, j'ai Salomon Elembe, à qui je dis merci. Merci pour ce que vous faites pour les enfants. Ils prennent énormément soin des enfants. Je peux les réveiller à n'importe quel moment. Quand j'ai peut-être un souci avec un enfant, je peux les réveiller n'importe quand, je peux compter sur eux. Ils sont toujours là. Ils m'ont dit, on sera toujours là pour toi. Et ils sont là. Et avec le fisc, ça va? Je suis au tribunal avec les impôts français. Parce que le complexe Marc-Vivien Foué, Marc a pris une avance de solde. Lorsqu'on a signé à Lyon et qu'il a voulu faire son projet, il a pris une avance de solde pour l'année 2001-2002. L'année 2001-2002, il a pris l'avance de solde pour faire les travaux, pour réaliser le complexe. Lorsqu'on prend l'avance de solde de cette façon-là, les impôts ils sont imposés qu'à cette période-là. Donc les impôts sont les impôts de 2002. Et Marc décède en 2003. Nous, on a des impôts qu'on commence simplement à payer à partir de mars 2003. Mars, avril, mai, le dernier virement, il est passé au mois de juin. Après, c'était plus possible du moment où il n'y a pas d'argent qui rentre dans le compte, je ne pouvais pas payer les impôts. Aujourd'hui, je paye des impôts à petite partie pour le complexe qui me fait très mal parce qu'aujourd'hui, moi, je paye des impôts pour quelque chose qui n'appartient pas à mon mari et c'est moi qui paye les frais. Ce n'est pas quand même une petite somme d'avoir une dette de 375 000 € d'impôts à payer. Ce n'est pas une petite somme, ça. Par an ou le total? Le total. Tous les impôts, ils sont au montant de 375 000 €. J'ai fait la grande partie. Aujourd'hui, je suis passée 3 fois au Conseil d'État à Paris pour une seconde partie. Mon avocat a fait une requête et puis j'attends, quoi. Et quelle est la solution? Je n'ai pas encore de solution. Il n'y a pas très longtemps, j'en ai parlé au président Sepp Blatter que j'en pouvais plus de ce poids. J'essaye de maintenir un minimum pour les enfants. Je paye les dettes d'impôts, j'essaye d'assurer tout et ce n'est plus possible pour moi. C'est ce qui me fait le plus mal. Si je payais ces impôts pour qu'on puisse avoir une solution pour le complexe, que le complexe appartienne à Marc-Vivien, que ces enfants puissent peut-être un jour continuer ce que leur père a commencé parce que ça aurait pu les diriger aussi dans leur étude, d'essayer de dire « je voudrais continuer ce que mon père a laissé ». Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je considère le complexe simplement comme la tombe de mon mari. Quand j'y vais, je prends soin de sa tombe. Au moins, c'est l'œuvre que j'ai faite de mes propres mains, même si c'est trop difficile d'en parler. Alors, un dernier message pour les beaux-parents, peut-être? Message d'espoir, de réconciliation, de détente. Je sais une chose, c'est que je suis rentrée dans cette famille pour y rester. Je n'ai pas l'intention de repartir. Je sais, qu'est-ce que je voudrais leur dire? Mes enfants sont des Camerounais d'abord. Ils sont des Mvog-Manga, ils resteront des Mvog-Manga. Et je resterai une femme Mvog-Manga.
Je n'ai pas l'intention de partir de cette famille à aucun moment de ma vie. J'ai espoir qu'un jour, tout redeviendra à l'ordre. Mais pour l'instant, je resterai là jusqu'à ce que je voie qu'on veut de moi dans cette famille. Pour l'instant, je trouve qu'on ne veut pas de moi. Alors je prends les cas, je les attends. J'attendrai. Vous pouvez aussi aller vers eux? Je suis allée vers eux plusieurs fois. Vous pouvez recommencer? Vous savez, je vais prendre un exemple que j'ai toujours entendu. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai toujours entendu ça. Si j'appelle ça comme ça, lorsqu'une femme se dispute avec son mari et qu'elle fait des problèmes, lorsqu'un couple se dispute et que la femme prend ses affaires et qu'elle sort, si son mari tient à elle, il va aller la chercher. C'est pas ce qu'on fait. À ce que je sache, je crois que c'est ce qu'on fait souvent. Bah, je ne sais pas. Alors moi, je trouve que ça ne va plus mes disputes avec mes maris. Je généralise un peu. Alors je rentre chez moi. S'ils tiennent à moi, qu'ils viennent me chercher. Oui. Est-ce que le fait d'être venu à l'émission QSD vous a libéré? Ça m'a libérée parce que je voudrais que les gens essayent de comprendre que je ne suis pas ce que l'on croit. Je suis loin d'être ce que l'on croit. Me libérer parce que si je suis allée vers ma famille et qu'ils ne m'ont pas comprise, peut-être en regardant ceci, peut-être ils pourront comprendre et que je demande à Dieu que cette émission puisse apporter un lien nouveau ou puisse faire réfléchir que ce soit les autres ou moi aussi. Parce que loin de là, on n'est pas parfait. Donc que ça essaye de faire quelque chose, j'aimerais bien. C'est votre part de vérité? Là, c'est la part de vérité de Marie-Louise Foy, oui. Vous ne regrettez rien de tout ce que vous avez dit? Je ne regrette rien parce que je suis responsable de ce que je dis. Alors, un dernier message peut-être, avant de nous séparer. Je dis merci. Merci au peuple camerounais. Merci. Un merci particulier au couple présidentiel, à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à rendre hommage à mon mari de n'importe quelle façon que ce soit. Je dis merci à tout le monde. Voilà. Merci Marie-Louise Foy pour vous être, je peux dire, confessée. C'était une confession? À peu près. À peu près. À peu près, une confession. Comme ça. Voilà, merci. Et QSD d'aujourd'hui, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous dans les tout prochains jours.